Verdict dans le procès ARB, aucune condamnation concernant les faits les plus graves, c'est-à-dire l'attentat mortel de Kévert. Les indépendantistes bretons ont été condamnés à des peines de 3 à 11 ans de prison par la Cour spéciale de Paris. La compagnie Luxor Air interdite de voler en France après qu'un de ses appareils ait failli atterrir sur une zone habitée à Nantes, l'avion en dernière phase de descente ayant dévié de sa trajectoire. Saddam Hussein aurait été trahi par un de ses gardes du corps qui, lors d'un interrogatoire, aurait livré la cache où se terrait l'ancien dictateur. Information de la BBC. Par ailleurs, à la demande de son neveu, Saddam Hussein sera défendu par l'avocat français Jacques Vergès. En avant-première des grandes célébrations du débarquement du 6 juin 1944, le mémorial de Caen présente une exposition exceptionnelle intitulée « Paroles du jour J » où l'histoire ordinaire des soldats des deux camps avant, pendant et après le débarquement. Touché coulé, Yann Torp, surnommé la Torpille, est privé des Jeux d'Athènes dans l'épreuve du 400 mètres nage libre dont il détient le record du monde. Il a été disqualifié après avoir perdu l'équilibre sur le plot de départ. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le procès des militants indépendantistes bretons, le verdict de la Cour spéciale de Paris suscite une certaine surprise puisqu'aucune condamnation ne concerne l'attentat de Kévert qui a provoqué la mort d'une jeune femme. Aucune condamnation donc pour les faits les plus lourds qui leur étaient reprochés. Les peines vont de 3 à 11 ans de prison. L'ancien porte-parole du mouvement Mgan a été condamné à une peine inférieure à la durée de sa détention provisoire. Amaury Guibert, Bernard Connor. Quelques heures avant, il risquait 15 ans de prison. Gaël Roblin est maintenant libre, lui qui était le principal accusé dans l'attentat du McDonald's le Kévert. En réalité, je réalise pas bien, même si j'ai toujours proclamé mon innocence et ça devait arriver un jour, là dans la matérialité, j'ai du mal à réaliser, voilà, tout simplement. Acquitté pour Kévert mais condamné à 3 ans de prison pour appartenance à l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne. Gaël Roblin peut faire ses cartons, il a déjà passé 4 ans en détention provisoire. Plus tôt dans la journée, pendant le délibéré, la famille Turbec unie autour d'une conviction. Le responsable de la mort de Laurence, tué il y a 4 ans dans l'attentat du McDonald's de Kévert, se trouve dans le box des accusés. La Cour ne désignera personne. Les 4 accusés dans ce dossier sont tous acquittés. Il n'y avait rien dans ce dossier et ils ont eu le courage, ces magistrats, de faire la différence. En écoutant le verdict, l'avocat général se fige. Il avait réclamé des peines beaucoup plus lourdes, notamment contre Christian Georgeot, chef présumé de l'ARB. 18 ans de prison avaient été requis. La Cour le condamne à 11 ans. Christian Georgeot avait été présenté comme un gourou, comme un chef de secte. Il n'en a rien été, il est acquitté également sur le dossier de Kévert et la peine qui a été demandée par M. l'avocat général est considérablement réduite. Et pour moi c'est l'essentiel, il a été rendu justice à M. Georgeot. Pour 11 accusés dans ce procès fleuve, il y a finalement 7 condamnés et 4 autres acquittés. Oui, très soulagé, oui. Un verdict nuancé, un choc pour la famille Turbec. Elle quitte la cour d'assises loin des caméras, sans connaître les responsables de la mort de Laurence. Nous évoquions hier dans notre journal de 20h la garde à vue de 3 personnes dans l'enquête sur le groupe AZF. Elles ont été remises en liberté, aucune charge n'ayant été retenue. Toutes les expertises se sont avérées négatives. Et puis le principal accusé dans l'affaire des meurtres de la famille Flactive, David Tia, a fait une tentative de suicide jeudi. C'est ce que révèlent nos confrères du Dauphiné Libéré. Il aurait absorbé des médicaments à haute dose et se trouvera actuellement en réanimation à l'hôpital de Chambéry. À Nantes, on a frôlé la catastrophe. Un avion de la compagnie Luxor Air a failli se poser dans une zone urbaine dimanche dernier, déviant par erreur de sa trajectoire. Les habitants du quartier n'en reviennent toujours pas, les passagers non plus. Une enquête a été ouverte. La direction de l'aviation civile a interdit de vol sur tout le territoire la compagnie aérienne. Christelle Bertrand. L'avion est passé tout près, trop près même de cet immeuble. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les habitants de ce quartier de Nantes ont senti les murs vibrer. Le faisceau donc, du train avant donc, est passé à travers les arbres, donc a éclairé tout le jardin. Et au moment, au milieu du jardin, l'avion a réaccéléré, s'est cabré et a tourné vers la droite pour éviter l'immeuble donc en face de lui. À bord, 130 touristes rentrent de vacances de Luxor en Égypte. Au dernier moment, le pilote redresse l'appareil. Quelques minutes plus tard, il se pose sur l'aéroport de Nantes. La catastrophe a été évitée de peu.
à plus de 2 km de l'axe d'atterrissage. Et puis il était également beaucoup plus bas qu'il aurait dû être, il était en dessous de son plan de descente. Et donc il ne savait pas manifestement où il se trouvait, où il croyait se trouver ailleurs. La tour de contrôle alerte le pilote au moment même où il redresse l'appareil. L'avion de Luxor Air repart moins d'1 heure après son atterrissage. Les autorités françaises n'ont pas pu inspecter l'appareil. La DGAC compte donc sur la coopération des autorités égyptiennes. Le bureau Enquête et Analyse souhaite qu'elle vérifie certaines spécifications concernant la formation des équipages, la documentation opérationnelle de la compagnie et les instruments de bord de l'appareil concerné. Aujourd'hui, les avions de la Luxor Air ne sont visibles que sur le site internet de la compagnie, car ils sont interdits de vol au-dessus du territoire français. La France a averti de l'incident ses homologues européens, ce qui devrait aussi accélérer l'enquête. L'enquête sur les attentats de Madrid progresse chaque jour davantage. La police espagnole a retrouvé des restes de détonateurs et d'explosifs dans une maison où les bombes auraient été fabriquées. Une perquisition fructueuse avec la découverte d'empreintes de suspects qui sont en détention provisoire. Vincent Nguyen. Le plus terrible attentat d'Espagne a peut-être été préparé dans cette petite bicoque. C'est la planque idéale. La maisonnette est à une trentaine de kilomètres seulement de la capitale et l'endroit est tranquille. À en juger par la présence de générateurs, il n'y a même pas d'électricité. En revanche, il y a des caches. Après avoir mené leur perquisition, les enquêteurs madrilènes ont de bonnes raisons de croire que c'est ici qu'ont été fabriquées les bombes du 11 mars. Selon la presse espagnole, ils ont trouvé des détonateurs d'aluminium et de cuivre, ainsi que des restes de dynamite Goma 2 Eco. Goma 2, le même explosif que celui découvert à Madrid dans un des sacs qui n'avait pas explosé, avec sur la bombe les empreintes d'un Marocain nommé Abderrahim Sbar. Quant au détonateur, on en avait trouvé du même type dans cette camionnette peu après l'attentat. Là encore des empreintes, celle de Jamal Zougam, principal suspect, vu par 2 témoins dans les trains attaqués. Des empreintes, il y en avait aussi dans la maison et justement, elles appartiennent à Zougam et Sbar. Tous deux sont sous les verrous depuis les 19 et 23 mars. L'enquête avance et sur 20 personnes interpellées, 12 sont aujourd'hui formellement mises en cause par la justice espagnole. 2 informations aujourd'hui à retenir, toutes 2 concernant Saddam Hussein. D'abord, c'est l'avocat français Jacques Vergès qui devrait assurer sa défense. Il a été mandaté par le neveu de l'ancien dictateur. Par ailleurs, selon la BBC, c'est un de ses gardes du corps qui a indiqué la cache où il a trouvé refuge au moment de la chute de Bagdad, information qui n'est pas confirmée officiellement. Enfin, une interrogation, la tête de Saddam Hussein était mise à prix, la rançon a-t-elle été payée? Agnès Gardet. Voici l'homme qui aurait trahi Saddam Hussein, Mohamed al-Muslit, l'un des plus fidèles lieutenants de l'ancien dictateur. Ici, lors des 60 ans du Raïs, là en maillot rayé faisant place nette lors de la dernière apparition de son chef à Bagdad. D'après une enquête de la BBC, cet ancien garde du corps aurait indiqué aux GIs où se cachait Saddam Hussein. Arrêté quelques jours plus tôt, les services secrets américains l'auraient comme on dit retourné. Il ne restait plus qu'ensuite à capturer Saddam. Dans cette cave à Tikrit, le 13 décembre dernier, il s'est laissé prendre sans résistance. Drogué sans doute. C'est ce que pense en tout cas Jacques Vergès, avocat désigné par le neveu de Saddam Hussein. Je vais porter plainte auprès de la Cour pénale internationale sur la violation des conventions de Genève. On dit d'un côté c'est un prisonnier de guerre, de l'autre on l'exhibe comme une bête au foirail, et puis on le photographie allongé par terre avec les boots d'un GI sur la poitrine. C'est de la sauvagerie. L'avocat français va même plus loin. Il prétend que le prisonnier est en danger de mort aujourd'hui. Si un procès a lieu, à propos de ces armes, de la possession de ces armes ou de leur utilisation, il sera bien amené à dire comment il les a eues. Et il les a eues parce que les Américains et les Anglais les lui ont vendus. Ils ont été capables de le droguer de force pour l'exhiber. Ils sont capables de le tuer. Mort ou vif, y aura-t-il un jour un procès du dictateur déchu? Aura-t-il lieu en Irak? Ou à l'inverse, devant un tribunal international? Son nouvel avocat n'en sait rien. Nouvel attentat ce matin dans un quartier résidentiel de Bagdad. 7 Irakiens appartenant à une société de protection ont été blessés par l'explosion d'une bombe. Ils ont ensuite été la cible de tirs. 5 d'entre eux restent hospitalisés. Puis à Mossoul, au nord, 4 Irakiens ont été tués, 19 blessés, dont 2 policiers par des tirs de roquettes contre le bureau du gouverneur.
Suicide ou meurtre, la mort d'un juge français qui travaillait à Djibouti n'a jamais vraiment été élucidée. Aujourd'hui, la levée du secret défense sur un certain nombre de documents permettra peut-être d'en savoir davantage dans l'affaire Borrell. C'était en 1995. Le corps du juge avait été retrouvé calciné. Sa veuve a toujours défendu la thèse de l'assassinat. Samassoula. 9 ans qu'Elisabeth Borrell cherche à savoir pourquoi son mari a été retrouvé mort carbonisé en plein désert près de Djibouti en octobre 1995. Bernard Borrell, magistrat, était alors détaché auprès du gouvernement de Djibouti. Longtemps, la thèse officielle a été celle d'un expatrié déprimé qui se serait immolé avant de se jeter dans un ravin, thèse mise à mal depuis par des expertises privées. Sa veuve pense qu'il a été assassiné parce qu'il s'intéressait de trop près aux affaires djiboutiennes. La France vient de lever le secret défense sur certains documents de la DGSE. La grosse difficulté, c'est qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dans les dossiers, dans ces fameux documents. Je pense surtout qu'on n'a pas donné tous les documents qui concernent l'assassinat de mon mari parmi ceux qu'on va avoir. Nous pensons, à travers les documents de la DGSE qui vont être communiqués aux magistrats instructeurs, que nous allons pouvoir nous rendre compte que l'État français sait déjà depuis plusieurs années que Bernard Borrell a bien été assassiné. Pour la veuve du juge, ce n'est qu'un petit pas vers la vérité, car certes le ministère a levé le secret défense, mais il a traîné et n'a livré qu'une petite partie des documents de la DGSE. Moment de recueillement cet après-midi pour les familles des victimes du tunnel du Mont Blanc. Le procès se déroulera l'an prochain et aujourd'hui, une assemblée générale se tenait à Chamonix, une réunion préparatoire dans l'attente du procès. Benoît Guédret, Philippe Fivet. Se recueillir dans le silence, comme chaque année à cette époque. Les familles des 39 victimes se sont retrouvées à quelques centaines de mètres du tunnel, sur cette route maudite où elles ont perdu leurs proches. Emmanuel est venu rendre hommage à son père. Pour vous, cette catastrophe, elle a changé votre vie? Complètement. Complètement. J'avais une vie tout à fait normale, très bien, et c'est en l'espace d'une journée, elle a basculé. 5 ans après le drame, les familles sont loin d'avoir fait le deuil. Hantées par ces questions récurrentes sur ce qu'ont vécu leurs proches dans leurs derniers instants. On sait quasiment au détail près comment les choses se sont passées, mais on ne saura jamais comment ils sont vraiment morts. On ne saura jamais ce qui leur est passé par la tête, si ils sont morts vite, lentement, ils ont souffert, pas souffert, enfin, leur dernière pensée, s'ils ont eu le temps d'en avoir une. Vous voyez, ces choses-là. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. La journée a été aussi l'occasion pour les familles de préparer le procès. L'audience est prévue pour janvier 2005. Elle sera exceptionnelle. 14 prévenus, 250 parties civiles, 3 mois de débat. Nous savons aujourd'hui, au vu du dossier d'instruction, que ce drame n'aurait pas dû se produire. Nous voulons savoir pourquoi il s'est produit, et ça, il n'y a que le débat de l'audience qui permettra de l'établir avec certitude. Pourquoi attendre 5 ans pour juger les coupables ? Aux côtés des prévenus, l'association des familles envisage de faire citer 3 anciens présidents de la Société du Tunnel, dont Maurice Herzog et Édouard Balladur. Dans le Pas-de-Calais, manifestation cet après-midi à Arnes à l'appel du maire de la commune. Quelques centaines de personnes, dont des élus locaux et des syndicalistes, se sont retrouvés pour protester contre la fermeture de l'usine Noroxo qui provoque un choc chez les salariés, dont 141 sur 159 vont perdre leur emploi. Un appel au boycott d'Esso, propriété d'ExxonMobil, a été lancé. Politique à la veille du deuxième tour des régionales, à droite comme à gauche, on refait ses comptes. Un certain nombre de régions pourraient basculer après le résultat de dimanche dernier. Chaque parti appelle à voter. Voici la carte de France des régions dont le sort se jouera lors de triangulaires demain. Émilie Lançon. 41 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain. Pour ce deuxième tour des élections régionales, 1829 sièges de conseillers régionaux sont à pourvoir. La situation n'est pas partout la même. Selon les régions, il y a 2 ou 3 listes en compétition. Parmi les 26 régions françaises, en métropole, seules 4 connaissent un duel droite-gauche. Le Limousin, les Pays de la Loire, l'Auvergne et la Bretagne. Dans 17 autres régions, on assiste à des triangulaires avec le Front National. La Corse est un cas à part avec 7 listes en concurrence et un mode de scrutin différent. Dans les départements d'outre-mer, seule la Guadeloupe est en situation de duel. En Martinique, en Guyane et à La Réunion, il y a des triangulaires. Pour la première fois cette année, la liste arrivée en tête au deuxième tour bénéficie d'une prime, un bonus qui représente un quart des sièges.
L'idée est de dégager des majorités fortes et de mettre fin à l'instabilité politique des conseils régionaux. Enfin, sachez que si les listes qui ne respectent pas la parité doivent payer une amende, la première place est rarement laissée aux femmes. Sur 66 listes présentes au second tour, seules 5 sont conduites par des femmes, contre 61 par des hommes. Dimanche, il faut aussi voter pour les élections cantonales, mais pas partout, la moitié des conseils généraux est à renouveler. Et comme dimanche dernier, toute la rédaction de France 2 est mobilisée pour une soirée spéciale élection dès 19h30 autour de Daniel Bilagnan et Carole Gessler. Estimation sur 14 régions. Résultat, débat sur le plateau avec en direct des QG à Paris et en région, 26 correspondants. Rendez-vous donc sur France 2 pour cette grande soirée électorale du deuxième tour. La lutte anti-tabac prend des allures drastiques de l'autre côté de la Manche. À partir de lundi prochain, en Irlande, il sera interdit de fumer dans les lieux publics, y compris les bars et les restaurants. Laurent Boussier, Dominique Marhotel. Une ambiance pub, une cigarette et une pinte de bière, voilà une image qui, dès lundi, en Irlande, appartiendra au passé. Première mondiale à l'échelle d'un pays, fumer sera donc interdit dans tous les lieux de travail, les transports, les restaurants, les pubs. Si on peut plus fumer, ça va contre notre culture. Je pense pas que ça va marcher. C'est une bonne idée et ça marche, mais ça mettra un peu de temps parce que personne n'aime changer ses habitudes. Il aura fallu 10 ans de lutte et de pression aux organisations anti-tabac pour faire adopter cette loi. Prix très élevé des paquets et campagne anti-cigarettes, avec seulement 28% de fumeurs, les Irlandais étaient déjà, juste après les Suédois, les plus petits consommateurs de tabac d'Europe. Un acquis qui, pour le professeur Clancy, a favorisé l'arrivée de cette nouvelle mesure. Notre gouvernement s'est plus facilement investi dans cette lutte parce qu'il n'était pas lié, parce qu'il n'était pas freiné par l'industrie du tabac. Il était donc beaucoup plus libre que dans d'autres pays. Temple Bar, le cœur de Dublin. En fait, c'est d'ici qu'est venue la seule véritable opposition à cette loi. L'opposition des patrons de pub qui évidemment ont peur d'une baisse de leur chiffre d'affaires. On parle d'une baisse des affaires de 10 à 20%, particulièrement dans une ville comme Dublin où beaucoup de gens fument. Jamais à court d'idées, ils ont donc imaginé une riposte. Depuis plusieurs jours, beaucoup d'entre eux aménagent les terrasses sur les toits de leur établissement. Les gens vont venir ici pour fumer leurs cigarettes en toute légalité. L'idée, c'est de mettre un peu de chauffage pour qu'ils se sentent bien, quelques canapés pour qu'ils soient relax. Et puis, comme à toute règle, il y a des exceptions. 3 en l'occurrence, 3 lieux où fumer restera toléré. Les hospices pour personnes âgées, les hôpitaux psychiatriques pour ne pas être obligés d'augmenter les doses de calmants des patients dépendants du tabac, et puis les prisons pour ne pas risquer les mutineries. À mi-chemin entre la conquête spatiale et la science-fiction, dans le ciel de Californie, on attend le premier vol de l'avion hypersonique sans pilote, baptisé X-43. L'engin construit par la NASA atteindra Mach 7, soit 7 fois la vitesse du son, un record mondial de vitesse pour un appareil propulsé par un moteur atmosphérique, une véritable performance qui n'a pour l'instant aucune application commerciale. Alban Mikosi. Une dernière fois, hier, les techniciens de la NASA ont répété l'opération avant tout le décollage du bombardier avec sous son aile droite la petite merveille technologique. X-43, l'avion hypersonique sans pilote, mesure près de 4 mètres. Prototype issu d'un programme de recherche entamé il y a 20 ans, doté de moyens modestes, mais d'un objectif ambitieux. Ce prochain vol se déroulera à Mach 7, soit 7 fois la vitesse du son, à peu près 7700 km/h. À 12 000 mètres d'altitude, le bombardier larguera une fusée porteuse qui acheminera le prototype jusqu'à 30 000 mètres, là où les frottements de l'air ne sont plus sensibles. C'est ici que les caméras perdront la trace de l'engin. Il sera 23 h à Paris. X-43 allumera son moteur atmosphérique exactement comme un avion, entamera quelques manœuvres, puis plongera dans l'océan Pacifique à la vitesse jamais atteinte de Mach 7. Voilà le déroulement théorique de l'expérience. Concrètement, la dernière opération similaire s'était achevée par la destruction trop rapide de l'appareil. Toujours aux États-Unis, un test de dépistage ultra rapide du virus du sida va être prochainement commercialisé. Mais attention, ce test oral qui permet d'obtenir un diagnostic en 20 minutes n'a pas du tout la fiabilité de la prise de sang et peut donc être envisagé seulement comme une première étape avant la confirmation par le test de dépistage classique. Florence Mavic. Un bâtonnet que l'on frotte délicatement sur ses gencives. Voici ce que les autorités sanitaires américaines considèrent comme une nouvelle arme dans la lutte contre le sida. Les cellules prélevées dans la bouche sont ensuite analysées dans un délai de 20 minutes.
Ce petit appareil indique la présence ou non d'une infection liée au virus du sida. C'est le secrétaire à la santé qui se charge lui-même de promouvoir ce test de dépistage oral du virus. Chaque année aux États-Unis, 30% des personnes infectées font un test de dépistage sanguin, mais ne retournent pas chercher leurs résultats. Le test de dépistage oral réduira certainement ce pourcentage. Selon l'administration américaine, le test serait fiable à 99%. Le risque de 1% d'erreur ne semble pas l'inquiéter outre mesure. En France, on reste prudent. Cette petite marge d'incertitude n'est pas à négliger. Il peut y avoir des résultats faussement négatifs ou faussement positifs qui doivent être confirmés par une deuxième technique et donc il ne faut jamais oublier qu'un seul résultat n'est pas suffisant. La fabrication du test de dépistage oral est déjà lancée. Mais pour les experts médicaux, son véritable intérêt, ce sont les cas d'urgence. Par exemple, si du personnel médical se pique accidentellement ou si l'on doit vérifier le bon état d'organes prélevés et rapidement réimplantés. Facile d'utilisation, cette méthode pourrait pourtant trouver sa place dans les pays en voie de développement, là où les structures médicales sont souvent rudimentaires. Mais à condition de fermer les yeux sur le risque d'erreur possible. Car en Afrique ou en Asie, on refera rarement une deuxième analyse. En avant-première des grandes célébrations du débarquement du 6 juin 1944, le mémorial de Caen présente une exposition exceptionnelle intitulée « Paroles du jour J » où l'histoire ordinaire des soldats des deux camps avant, pendant et après le débarquement. À cette occasion, Bernard Lebrun et Thierry Breton ont rencontré certains de ces vétérans. 6 vétérans du 6 juin, 60 ans après. Comme à chaque commémoration, ils sont accueillis tels des héros en Normandie. Mais cette fois, ce ne sera pas tout à fait comme avant, car main dans la main, il y a près de ce soldat américain, un soldat allemand, un vétéran de la Wehrmacht, l'un débarqué, l'autre tiré dessus. Comme si cette phrase gravée dans le mur du mémorial de la paix de Caen prenait enfin tout son sens. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé. L'occasion de les réunir est une exposition qui leur donne à tous la parole, alliés comme ennemis, allemands, anglais, américains, canadiens, français, parole du jour J, parole de soldats. Dans les dunes d'Omaha Beach, le mitrailleur allemand Frank Vogel écrivait dans son journal « Nous avons tiré à qui mieux mieux ». Bientôt, toute la plage était jonchée d'Américains. Je ne sais pas si j'ai tué des Américains. Je tirais de loin sur les bateaux, probablement j'en ai tué. À la veille de la première commémoration en présence d'un chancelier allemand, les vétérans américains songent d'abord au sacrifice de leurs frères d'armes sur les plages normandes pour libérer l'Europe du joug nazi. Nous pouvons pardonner, mais ne peut jamais oublier les choses de 1944. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé. Avec chaque marée favorable, les Français ont vu arriver dans le Cotentin des renforts et du matériel nouveau, toujours plus puissant. Pour toujours, le silence est pesant sur la plage d'Omaha Beach. Omaha la sanglante, comme l'ont surnommé les survivants américains de la première division. Alors pas facile d'instaurer le dialogue entre les ennemis d'hier. J'ai pardonné, mais c'est dur. Pendant la guerre, la vision de 2 camps de concentration m'a effrayé à jamais des Allemands. Tendre la main sans doute, mais jamais les vétérans n'oublieront qu'ils étaient ennemis et qu'ils combattaient pour des valeurs opposées. Les Français sont des randonneurs chevronnés. 15 millions d'entre eux pratiquent régulièrement ce sport qui est un loisir et une passion. Cette fin de semaine, la randonnée tient salon et fête ses 20 ans à la Porte de Versailles. À cette occasion, Gaël Chauvin et Rémi Poissonnier ont suivi des adeptes de cette discipline sur les sentiers de la Côte Bleue, près de Martigues. La semelle frémit d'impatience. Le godillot n'y tient plus, quelques tours de lacet et la saison de randonnée peut commencer. Sur la côte marseillaise, c'est comme partout en France, les randonneurs les plus réguliers sont les retraités. J'ai pas voulu faire le cul de plomb sur un fauteuil et je me suis dit, tu vas commencer à prendre du volume, voilà, et j'ai dit il faut que tu bouges, il faut que tu t'aères. Alors chaque semaine, face à la mer, le petit groupe vient prendre l'air et redécouvre un patrimoine presque oublié, comme ces carrières romaines à fleur d'eau. Ça nous fait un peu le passé, on revient à notre histoire. Voilà, ça fait des choses qu'on n'a pas fait à l'école qu'on fait maintenant, quoi. Dans la forêt de Patogas, beaucoup de chevilles féminines. En France, 6 randonneurs sur 10 sont des randonneuses et toutes ont la même explication. Il y a beaucoup de femmes divorcées, les hommes, je ne sais pas ce qu'ils font le dimanche, du bricolage ou
Et puis ils tiennent pas le coup les mecs. Hein. Elles tiennent le coup et se permettent même des escapades dans la garrigue pour la cueillette. C'est des asperges sauvages. C'est meilleur? Ah, ça a meilleur goût, ouais. C'est en omelette sensationnel et en vinaigrette aussi. Mais avant le repas, quelques kilomètres encore, dans les hauteurs cette fois, c'est la destination favorite des plus accros. On souffre un peu, mais lorsqu'on a fini, le soir, on est bien content, c'est le pétard, ce qu'on a pu faire. Et là encore, la nature est généreuse, les soins sortent de terre. Si vous vous frottez les pieds à l'ail après une grosse journée de randonnée, eh ben, le lendemain, vous n'avez aucun malaise aux pieds. Le conseil risque d'être suivi par beaucoup. 1 Français sur 4 est un randonneur. Touché coulé, Yann Torp, surnommé la Torpille, est privé des Jeux d'Athènes dans l'épreuve du 400 mètres nage libre dont il détient le record du monde. Il a été purement et simplement disqualifié après avoir perdu l'équilibre sur le plot de départ lors des championnats d'Australie. Aaron Tanzit. Yann Torp, champion du monde, champion olympique et ce matin à Sydney, champion de la maladresse. Prêt à plonger, le nageur perd l'équilibre et tombe à l'eau. Un faux départ lourd de conséquences, disqualifié du 400 mètres nage libre de ces championnats d'Australie, Torp ne pourra défendre son titre aux Jeux Olympiques d'Athènes. Le nageur a beau remonter sur son plot, le règlement est aussi clair que cruel. Un faux départ et c'est la disqualification. Torp décide alors de faire appel sans succès. Selon son manager, il aurait entendu un bruit avant de tomber à l'eau. Ironie du sport, c'est dans ce même bassin que 4 ans plus tôt, l'Australien avait décroché l'or olympique. Cet été à Athènes, il ne pourra donc pas conserver son titre, mais sera bel et bien présent. 5 autres épreuves sont inscrites à son programme olympique. Musique, la chanteuse malienne Rokia Traoré vient de sortir un 3e album qui est déjà un succès en France. Elle sera en tournée jusqu'à l'été. Rokia Traoré a 30 ans et vit à Amiens où Olivier Lenuzza et Régis Maté sont allés la rencontrer. Dans son pays, le Mali, la chanson se transmet le plus souvent par les liens du sang, de père en fils, dans la caste des griots. Elle est fille de diplomate. Au gré des affectations de son père, Rokia Traoré a beaucoup voyagé. S'est imprégné de différentes cultures. C'est tous ces voyages, ces allers-retours et la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire le fait de jamais être parti pour 5-10 ans, donc de très bien connaître ma culture malgré le fait d'avoir voyagé et ce respect que j'ai pour d'autres cultures, donc d'autres musiques, on l'entend sur le disque quand même. Ce n'est pas une musique d'une inspiration de musique malienne. Une dizaine de fois par an, Rokia Traoré quitte Amiens où elle vit aujourd'hui et retourne auprès des siens. Le Mali, où une partie de son 3e album a été enregistrée. Le disque évoque l'enfance, parle de la condition de la femme. La bataille, elle est ouverte. Tout est clair. Dans la tête des hommes qui ne veulent pas de femmes libres, ils n'ont pas honte de le dire. Mais il y a toute une génération, c'est en train de changer, qui ne veut pas non plus de femmes soumises, qui est tout le temps là en train de leur dire oui, oui, ça ne les intéresse pas. Entre tradition et modernité, entre le Mali et la France, elle se promène sur un fil, un parfait équilibre, la fragilité de Rokia Traoré. Et l'on retrouve en direct du Stade de France Pierre Salviac et Thierry Lacroix pour le match très attendu France-Angleterre qui sera diffusé en direct sur France 2 dans quelques instants. Le 15 de France pourrait s'emparer d'un nouveau grand chelem, c'est un enjeu de taille. Ah, ça serait le 8e, Béatrice. Mais pour ça, il faut d'abord battre l'Angleterre. L'Angleterre qui est championne du monde. Vous me donnez l'antenne au moment où Fred Michalak, héros de la dernière Coupe du Monde, est en train de s'échauffer pour le tir au but. Je vous disais effectivement qu'il faut battre l'Angleterre. C'est possible, Thierry, mais c'est pas fait. Oui, effectivement, Pierre. D'abord, rappelons l'Angleterre qui est championne du monde, pour ceux qui ne le savaient pas. Deuxième point, c'est vrai, les Anglais, la dernière confrontation, on a eu, côté français, 2 cartons jaunes par Betsen et Dominici, vous vous rappelez d'ailleurs, et ça nous avait coûté très très cher. Alors aujourd'hui, attention, discipline avant tout, parce que les Anglais, ils vont nous faire disjoncter. Voilà, vous voyez, on fait preuve de beaucoup d'humilité avant le coup d'envoi de ce match. Alors,
Petite formule, Béatrice, je sais que vous les aimez beaucoup, celle-ci elle vient de Jean-Pierre Yves. Les Anglais ont inventé le rugby, mais les Français l'ont bien amélioré. C'est toujours ça de prix. A tout de suite, 20h40 pour la prise en direct du commentaire de ce match. A tout de suite, et avant de refermer ce journal, je vous rappelle que cette nuit à 2h, nous repassons à l'heure d'été. Il faudra donc avancer vos montres et horloges d'1 heure. En clair, nous dormirons 1 heure de moins. C'est la fin donc de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h40 donc, le match France-Angleterre dans le tournoi des 6 nations de rugby. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Excellente soirée sur France 2. Votre soirée sur France 2. Les Bleus jouent le Grand Chelem. France-Angleterre, finale choc des 6 nations. Ensuite, Ardisson reçoit Monica Bellucci, George Michael, Marie-Ange Nardi, Christophe Thiozo, Virginie Desarnaud, Djibril Cissé, Alain Minck, Titoff et plein d'autres. Enfin, revivez la rencontre entre Gallois et Italiens à Cardiff. France 2. France-Angleterre en direct, tout le monde en parle, égale Italie, ce soir.